Dans cette vidéo, on va revenir sur la notion de borne supérieure et on va énoncer ce qu'on appelle la caractérisation séquentielle de la borne supérieure. Alors, quand on utilise le mot séquentiel, ça signifie qu'il se rapporte aux suites. Séquentiel, c'est l'adjectif qui correspond au nom suite. Donc la caractérisation séquentielle de la borne supérieure, c'est la caractérisation de la borne supérieure par des suites, comme on va le voir. Avant d'énoncer le théorème et de le prouver, on va faire un petit rappel sur la borne supérieure. Donc tout d'abord, la notion de borne supérieure, elle s'applique à une partie de R, ici on va la noter grand A, qui est une partie non vide et majorée. La borne supérieure de grand A est alors un majorant de grand A, et pas n'importe lequel, c'est le plus petit des majorants. Ici on va l'appeler alpha. On avait vu, et c'est ça qui m'intéresse ici, que cette borne supérieure n'était pas forcément atteinte par les éléments de A, ce n'était pas forcément elle-même un élément de A, mais par contre, elle était, entre guillemets, toujours presque atteinte par les éléments de A, au sens où si on prenait un epsilon strictement positif, même très petit, eh bien l'intervalle alpha moins epsilon virgule alpha était un intervalle qui contenait toujours au moins un élément de A. Cette propriété signifie bien que la borne supérieure alpha peut être approchée aussi proche que l'on veut par des éléments de A. Eh bien, en fait, la caractérisation séquentielle de la borne supérieure va reprendre cette idée, mais va l'exprimer d'une autre manière à l'aide de suites. Une autre façon de dire que alpha peut être presque atteint par les éléments de A, c'est de dire que avec des éléments de A, donc avec une suite d'éléments de A, on peut converger vers alpha. Lisons ensemble le théorème. Donc, proposition, caractérisation séquentielle de la borne supérieure. Sans surprise, grand A désigne une partie non vide de R et une partie majorée. Voilà ce que dit le théorème. Il dit que pour tout réel alpha, les deux propriétés suivantes sont équivalentes. Propriété numéro 1, le fait que alpha soit la borne supérieure de grand A. Et propriété numéro 2, alpha est un majorant de A, et il existe une suite d'éléments de A qui convergent vers alpha. Ici, le théorème dit deux choses. Il dit premièrement que si jamais 1 est vrai, c'est-à-dire si alpha est la borne supérieure, alors comme on vient de le dire, il existe une suite d'éléments de A qui convergent vers alpha. Autrement dit, alpha est presque atteint par des éléments de A. Mais il dit en plus, non pas que 1 implique 2, mais également que 2 implique 1, c'est-à-dire que réciproquement, si on dispose d'un majorant alpha de grand A et que ce majorant est presque atteint par les éléments de A, c'est-à-dire qu'il existe une suite d'éléments de A qui convergent vers alpha, alors ce nombre est la borne supérieure de grand A. C'est très important d'avoir compris ça, puisque ce 2 implique 1 permet de mettre en évidence une nouvelle méthode pour montrer qu'un nombre est la borne supérieure d'une partie de R. Pour montrer qu'un nombre est la borne supérieure, eh bien, on montre que c'est un majorant, et ensuite on met en évidence une suite d'éléments de grand A qui convergent vers ce réel. D'ailleurs, en pratique, c'est cette méthode-là qu'on utilisera le plus souvent pour montrer qu'un nombre est la borne supérieure d'une partie de R. Passons à la démonstration. On a deux sens à montrer. On a 1 implique 2 et 2 implique 1. On va commencer par le sens facile, entre guillemets, qui est 2 implique 1. Donc on commence par supposer 2, ce qui nous donne donc l'existence d'une suite, mettons on va l'appeler les AN, d'éléments de A qui convergent vers alpha. Le but est maintenant de montrer 1. La phrase 1, c'est la phrase qui dit que alpha est la borne supérieure de A. Ça signifie par définition que c'est le plus petit des majorants. Donc d'abord, il faut montrer que alpha est un majorant, mais en fait, ça c'est bon, on le sait déjà, puisque dans 2, on sait déjà que alpha est un majorant. Et puis ensuite, il faut montrer que c'est le plus petit d'entre eux. Autrement dit, il faut montrer que si jamais on considère un autre majorant de grand A, mettons, on l'appelle grand M, alors alpha est plus petit que M. C'est à ce moment-là que notre suite, les AN, ici, va entrer en scène. On sait que les AN sont par définition des éléments de grand A. Et on sait que grand M est un majorant de grand A. Donc du coup, tous les AN sont plus petits que grand M. Et maintenant, puisqu'on sait que cette inégalité-là est vraie pour tout N, eh bien, on peut faire un passage à la limite dans cette inégalité large, puisqu'on sait ici que les AN convergent vers alpha. Donc par passage à la limite dans les inégalités larges, on obtient que alpha est plus petit que M. Ici, c'est gagné,
Parce que cette inégalité qu'on a obtenue, elle est vraie donc pour grand M à majorant de grand A, mais elle est vraie quel que soit le majorant de grand A. Donc elle permet bien de montrer que alpha est le plus petit des majorants de grand A. Donc alpha est bien la borne supérieure de grand A. Cette première partie de démonstration est terminée. Passons maintenant au sens 1 implique 2, qui est le sens peut-être le plus difficile, et puis moi je trouve plus intéressant. Donc on commence par supposer 1, c'est-à-dire que alpha est la borne supérieure de grand A. Et on a pour objectif de montrer 2. Alors cette phrase 2, elle dit plusieurs choses. Elle dit tout d'abord que alpha est un majorant de grand A, mais ça, il n'y a rien à démontrer, puisque étant donné qu'on a supposé qu'alpha c'était la borne supérieure de grand A, alors à plus forte raison, c'est un majorant de grand A. Maintenant, il y a cette partie difficile, à savoir montrer qu'il existe une suite d'éléments de A qui convergent vers alpha, et c'est là qu'il va falloir réfléchir un peu. Revenons au dessin. Souvenez-vous de cette propriété dont je vous parlais au début de la vidéo, qui était que, quel que soit epsilon strictement positif, alors l'intervalle alpha moins epsilon alpha contenait toujours au moins un élément de A. Le fait d'avoir ici un pour tout epsilon strictement positif me donne en quelque sorte un degré de liberté dans mon raisonnement. Je peux jouer sur ce paramètre epsilon et prendre les valeurs que je veux tant qu'elles sont strictement positives. Jouons un peu avec ce epsilon pour voir. Commençons par se dire, tiens, qu'est-ce qui se passe si on utilise cette propriété pour epsilon égale 1 ? Ça nous donne donc que l'intervalle alpha moins 1 virgule alpha, qui est donc un intervalle de longueur 1, contient au moins un élément de grand A. Cet élément, je peux donc lui donner un nom, mettons, je l'appelle A1. Il est bien quelque part dans cet intervalle. Continuons à jouer un peu avec epsilon et considérons ce qui se passe si jamais on prend un epsilon 2 fois plus petit. Par exemple, epsilon est égal à 1,5. La propriété nous dit que cet intervalle-là, donc que j'ai dessiné ici en vert sur le dessin, contient lui aussi au moins un élément de grand A. Cet élément, il est bien quelque part, on peut lui donner un nom, mettons qu'on l'appelle A2. Et puis on peut continuer en prenant une valeur d'epsilon encore plus petite, mettons epsilon est égal à, je sais pas, 1/3 ou 1/4 ou 1/10. De nouveau, la propriété nous dit que cet intervalle, alpha moins 1/10 virgule alpha, contient au moins un élément de grand A. Cet élément, on peut lui donner un nom, mettons qu'on l'appelle A3. Et là maintenant, on comprend la démonstration. En fait, puisqu'on peut prendre un epsilon aussi petit qu'on veut, on peut, au lieu de prendre une valeur fixe d'epsilon, prendre ici en fait une suite de epsilon de distance strictement positive mais qui tendent vers 0. Et pour chacun de ces epsilon, donc qui deviendraient donc les epsilon n, pour chacun de ces epsilon n, il existe un élément de grand A qui est compris entre alpha moins epsilon n et alpha. Alors pour une suite de epsilon n qui tend vers 0, on a un peu l'embarras du choix. Par exemple, si on prend epsilon est égal à 1 sur n, epsilon n est égal à 1 sur n, la propriété nous dit que, quel que soit n, l'intervalle alpha moins 1 sur n virgule alpha contient un élément de A, et cet élément, je peux lui donner un nom. Bien évidemment, il dépend de n, c'est normal, donc je l'appelle AN. Ce AN ainsi construit, eh bien, par définition, c'est un élément de A. Et puis également, par définition, il est compris entre alpha à droite et alpha moins epsilon n, c'est-à-dire ici alpha moins 1 sur n à gauche. Et donc ici, maintenant, si je m'amuse à faire varier n, puisque bien évidemment cet encadrement il est vrai pour tout n, eh bien je vois que par théorème des gendarmes, cette suite AN va tendre vers alpha. Il n'y a plus qu'à rédiger ça proprement. On va fixer un n appartenant à grand N, ou n étoile plutôt, parce qu'on va considérer 1 sur n. Et on sait par propriété de la bande supérieure que l'intervalle alpha moins 1 sur n virgule alpha contient un élément de grand A. Il en contient au moins un. Cet élément, on peut lui donner un nom. Déjà, on peut en choisir un, et on peut lui donner un nom. Ce nom va dépendre de n, notons-le AN. Ce travail étant valable pour tout n ici appartenant à n étoile, on vient de cette façon de construire une suite AN. Et cette suite vérifie deux choses. Tout d'abord, pour tout n, eh bien, petit an appartient à grand A, ça c'est sûr. Et deuxièmement, AN appartient à cet intervalle-là. Cet encadrement ici que l'on a obtenu
nous permet d'appliquer maintenant le théorème des gendarmes pour dire que AN tend vers alpha. On a donc bien montré qu'il existait une suite d'éléments de A qui convergeaient vers alpha, ça démontre bien la phrase numéro 2. Et ça termine cette démonstration.